Ma sœur m'a poussé à travers une porte vitrée dans un accès de rage. L'impact m'a plongé dans le coma. Et quand j'ai finalement ouvert les yeux, tout avait changé pour toujours. Elle saigne. Oh mon Dieu, il y a tellement de sang partout. Que as-tu fait, Manon? Que as-tu fait? Je ne voulais pas. Elle m'a tellement mise en colère. Elle me met toujours en colère. Que quelqu'un appelle le 17. Julie ne répond plus. Ma sœur m'a poussé à travers une porte vitrée dans une rage folle. L'impact m'a plongé dans un coma qui a duré 3 semaines. Bonjour, je m'appelle Julie. On dit que les comas ressemblent à dormir, mais c'est un mensonge. J'ai tout entendu. Chaque mot chuchoté, chaque sanglot étouffé, chaque excuse pathétique. Pendant 21 jours, je suis restée piégée dans mon propre corps pendant que ma famille révélait qu'ils étaient vraiment autour de ce qu'ils croyaient être ma coquille inaudible. C'est ainsi que j'ai découvert que ma sœur Manon fantasmait depuis des mois sur l'idée de me faire du mal et que mes parents alimentaient sa rage depuis tout ce temps. Grandir en tant que sœur cadette de Manon, c'était comme partager une maison avec une grenade dégoupillée. Elle avait 3 ans de plus que moi, soi-disant plus mature, et certainement plus forte physiquement. Mais là où la plupart des grandes sœurs protègent leurs petits frères et sœurs de leur vie, Manon me voyait comme une rivale à écraser. Pourquoi existe-t-elle même? Je l'ai un jour entendu demander à notre mère quand elle pensait que je jouais dans le jardin. J'avais 12 ans. Elle en avait 15. Tout était parfait avant qu'elle n'arrive et ne gâche tout. La réponse de maman résonne encore dans mes cauchemars. Manon, ma chérie, tu es toujours notre fille spéciale. Julie est juste là. Ce seul mot résumait toute mon existence dans notre famille, juste là. Manon était l'enfant prodige. Magnifique, populaire, star de l'équipe de volley-ball au lycée Fénelon. J'étais la rat de bibliothèque qui aimait dessiner et la photographie, qui obtenait d'excellentes notes sans transpirer, que les professeurs ne cessaient de louer pour sa sagesse au-delà de son âge. Cette sagesse n'était pas un don naturel. C'était un pur instinct de survie. J'ai vite appris à me faire petite, à ne jamais éclipser Manon, à m'excuser de prendre trop de place dans son orbite. Mon meilleur ami, Théo, était la seule personne qui voyait au-delà de mon jeu. Nous étions voisins depuis le CP, et il avait été témoin de suffisamment de prétendus accidents de Manon pour reconnaître la vérité qui se cachait en dessous. Cette échymose sur ton épaule ne vient pas d'une chute sur ton sac à dos, n'est-ce pas? Il m'a confronté un après-midi quand nous avions toutes les deux 14 ans. Manon faisait juste la folle. Elle ne réalise pas à quel point elle peut être forte parfois. Julie, elle est capitaine de l'équipe de volley-ball et va à la salle de sport 5 jours par semaine. Elle sait exactement à quel point elle est forte. Il avait absolument raison. Mais quelles options avais-je? Chaque fois que j'essayais de raconter à mes parents ce qui se passait, ils avaient leur arsenal d'excuses prêtes. Les sœurs se disputent parfois. Tu es trop sensible. Manon subit une pression énorme en ce moment. L'excuse de la pression était leur arme favorite. Manon était toujours noyée sous la pression scolaire, athlétique, de ses propres standards impossibles. Et d'une manière ou d'une autre, je suis devenue son punching ball désigné chaque fois qu'elle avait besoin de se défouler. Tout a explosé quand j'ai eu 16 ans. J'avais été acceptée au programme d'art visuel d'élite de l'Académie régionale pour le design graphique et les médias numériques. Le dossier d'acceptation est arrivé un samedi matin, et j'ai commis l'erreur fatale de montrer un véritable enthousiasme à ce sujet. C'est fantastique, Julie, a dit papa en me donnant un câlin distrait avant de retourner à son café et au journal étalé sur la table de la cuisine. Manon est entrée dans la cuisine au moment où maman m'offrait des félicitations tièdes qui ressemblaient plus à des excuses. Que se passe-t-il, a exigé Manon. Julie a été acceptée à ce programme de design, a dit maman, se sentant déjà coupable de l'avoir même mentionné. L'expression de Manon est devenue sombre comme des nuages d'orage. Celui de l'école des beaux-arts? Mais c'est là que j'ai mon entraînement de volley-ball 3 fois par semaine. Ce sont des bâtiments complètement différents, Manon. Nous ne nous croiserons probablement même pas, parfait. Alors, maintenant tu vas envahir mon territoire. Faire ton intéressante comme toujours. Je ne fais pas mon intéressante. J'ai travaillé incroyablement dur pour cette opportunité. La gifle est venue si vite que j'ai à peine enregistré le mouvement.
Ma joue a explosé d'une douleur brûlante tandis que je la fixais, complètement sous le choc. Manon, a dit maman faiblement. On ne frappe pas dans cette maison. Elle m'a provoqué, a déclaré Manon calmement, comme si elle discutait du temps, en faisant la supérieure avec son stupide programme artistique. Papa n'a même pas levé les yeux de la section sportive. Julie, peut-être que tu devrais calmer un peu tes célébrations. Tu sais, ta sœur est stressée par ses demandes d'admission à l'université qui approchent. J'ai pressé ma main sur mon visage douloureux, luttant contre les larmes. Elle vient de me frapper et vous me dites de me calmer? Ne sois pas si dramatique. Maman a soupiré lourdement. Ce n'était à peine qu'une tape. Les sœurs se disputent. Théo était absolument furieux quand il a remarqué mon visage cet après-midi-là. Tu dois documenter chaque incident. Prends des photos. À quoi bon? Il s'en fiche parce qu'un jour, elle va franchir une limite dont tu ne pourras pas revenir et tu auras besoin de preuves. Il m'a aidé à commencer un journal détaillé, photographiant chaque ecchymose, chaque blessure, chaque incident évité de justesse. Je cachais tout chez lui car Manon fouillait régulièrement ma chambre. La situation s'est détériorée quand Manon n'a pas été acceptée à l'université de ses rêves. Elle comptait sur une bourse complète de volley-ball pour l'université de Paris-Dauphine, mais ils l'ont donnée à quelqu'un d'autre. C'est le karma. Elle m'a sifflé cette nuit-là, me coinçant dans le couloir devant nos chambres. Toutes tes réussites, toute ta vantardise. Tu as porté la poisse à tout mon avenir. Manon, ça n'a même pas de sens logique. Elle a attrapé mon poignet et l'a tordu violemment jusqu'à ce que je crie. Tout ce qui est terrible dans ma vie arrive parce que tu existes. Maman et papa te couvrent constamment. Les professeurs t'adorent. Tout le monde pense que tu es incroyablement spécial. Eh bien, tu ne le es pas. Tu es une sangsue. Elle m'a relâché avec une poussée violente, et j'ai trébuché en arrière, protégeant mon poignet. Il n'était pas fracturé, mais la douleur a duré des jours. Je ne pouvais pas tenir mes crayons de dessin correctement pendant une semaine, prenant du retard dans mes devoirs de design. Ma professeure d'art, Madame Dubois, l'a immédiatement remarqué. Julie, qu'est-il arrivé à ton poignet? Je suis tombée dans les escaliers. Elle m'a étudiée avec des yeux compréhensifs. Tu comprends que je suis légalement tenue de signaler les blessures suspectes. S'il vous plaît, non. Cela ne fera qu'aggraver ma situation à la maison. Ses yeux reflétaient la tristesse et la compréhension. Ma classe est toujours un espace sûr si tu as besoin de parler à quelqu'un. L'exposition d'art du printemps était censée être mon moment de gloire. J'avais créé un portfolio numérique entier pour la galerie de l'école, et il mettait mon travail en vedette. Mes parents avaient même promis d'y assister, un rare geste de soutien. Le matin de l'exposition, Manon était d'une humeur dangereuse. Elle venait de recevoir une autre lettre de refus d'une école de secours. Le refus signifiait qu'elle devrait fréquenter le collège communautaire de Montmartre, ce qu'elle considérait comme un destin pire que la mort elle-même. Ça doit être bien, a-t-elle dit en me regardant repasser ma robe d'exposition, tout est donné tandis que je ne reçois que des rejets. Manon, je suis vraiment désolée pour la situation universitaire. Non, tu ne le es pas. Tu es probablement ravie. Pauvre Manon échoue enfin à quelque chose pendant que la parfaite Julie reçoit une autre cérémonie de remise de prix. Ce n'est pas vrai du tout. Je veux que tu réussisses. Menteuse. Elle s'est approchée, le visage rougi de rage. Tu me sabotes depuis toujours. Naître a été ton premier acte de sabotage. Je ne peux pas m'empêcher de naître. Eh bien, peut-être aurais-tu dû essayer plus fort de ne pas le faire. Je me suis détournée, refusant d'engager davantage. L'exposition commençait dans 6 heures et je devais y concentrer mon énergie. Mais Manon n'en avait pas fini avec moi. N'ose pas t'éloigner de moi, a-t-elle grogné en me saisissant l'épaule et en me faisant tourner avec force. L'élan m'a fait trébucher en arrière. Nous étions dans le couloir à l'étage entre nos chambres, juste à côté de la porte vitrée décorative qui menait au bureau de maman. C'était du verre dépoli, épais et soi-disant renforcé avec un motif géométrique coûteux que maman avait commandé spécialement dans une boutique de Paris. Manon, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Laisse-moi juste avoir ce jour.
Te laisser avoir une journée comme tu m'as laissé avoir quoi que ce soit? L'Académie des Arts était censée être mon espace, mais tu t'y est faufilé avec tes précieux travaux de design. L'université était censée être la mienne, mais tu devais être si parfaite que tout le monde me compare constamment à toi. Ce n'est même pas du tout vrai. Tais-toi. Ses mains ont jailli, me poussant avec une force terrifiante. J'ai volé en arrière, mes bras s'agitant, essayant désespérément de trouver l'équilibre, mais il n'y avait nulle part où aller sauf droit dans cette porte vitrée. Je me souviens avoir pensé absurdement que maman allait être furieuse à propos de sa coûteuse porte sur mesure. Puis ma tête et mes épaules ont claqué contre le verre avec un impact dévastateur. La porte soi-disant renforcée a explosé en 1000 morceaux. Plus tard, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait été installée complètement de travers avec du verre ordinaire au lieu du verre de sécurité requis. Au lieu de s'effriter en galets inoffensifs, elle s'est brisée en énormes éclats tranchants comme des rasoirs. J'ai senti l'impact nauséabond, le verre cédant sous moi, les bords dentelés tranchant profondément dans mon crâne et ma gorge. Puis je suis tombée en arrière dans le bureau de maman. Du verre mortel pleuvait autour de moi comme une neige cristalline. Elle saigne. Oh mon Dieu, il y a tellement de sang partout. Que as-tu fait, Manon? Que as-tu fait? Je ne voulais pas. Elle m'a tellement mise en colère. Elle me met toujours en colère. Que quelqu'un appelle le 17. Julie ne répond plus. Ce furent les derniers mots que j'entendis clairement avant que l'obscurité ne m'engloutisse entièrement. Mais l'obscurité n'était pas absolue. J'existais dans un espace terrifiant entre la vie et la mort. Consciente mais complètement incapable de réagir, entendant mais incapable de parler. Les médecins ont appelé cela un coma médicalement provoqué, initialement nécessaire pour réduire le gonflement dangereux qui pressait mon cerveau. Mais lorsqu'ils ont tenté de me ramener à la conscience, je ne me suis pas réveillée. Le traumatisme crânien avait été catastrophique. Fracture du crâne à 3 endroits, hémorragie cérébrale, grave dommage aux régions contrôlant la conscience et la fonction motrice. Elle a une chance incroyable d'être en vie, a dit le docteur Martin à mes parents. J'ai entendu chaque mot flottant dans ma étrange demi-existence. Le verre a sectionné une artère majeure dans son cou. Si votre voisin n'avait pas été ambulancier et n'avait pas su exactement comment appliquer une pression, elle aurait saigné à mort avant l'arrivée de l'ambulance. Le père de Théo, Monsieur Laurent, avait entendu le choc formidable et les cris hystériques de Manon. Il m'avait sauvé la vie pendant que mes parents restaient figés sous le choc, et ma sœur répétait sans cesse que c'était un accident. Mais alors que je gisais là, piégée dans mon corps brisé, j'ai entendu la vraie vérité émerger lentement. Manon a craqué la première, seulement 3 jours après mon coma. Mes parents avaient une dispute à voix basse dans ma chambre d'hôpital à propos des frais de justice qui s'accumulaient. Apparemment, le procureur envisageait d'inculper Manon pour coups et blessures aggravées. Pourquoi devrais-je être punie, a soudainement explosé Manon. Vous avez toujours dit que c'était elle le problème. Vous étiez toujours d'accord quand je me plaignais qu'elle me rendait tout plus difficile. Nous ne voulions pas que tu la blesses vraiment, a murmuré maman désespérément. Mais vous ne m'avez jamais arrêté non plus. Chaque fois que je la poussais, la frappais, la tourmentais, vous trouviez des excuses à mon comportement. Vous m'avez appris que c'était acceptable parce qu'elle était trop sensible ou dramatique ou qu'elle le cherchait. Manon, baisse la voix tout de suite. Pourquoi? Elle n'entend rien de ce que nous disons. Elle est probablement morte cérébralement de toute façon. Au moins maintenant, elle ne pourra plus me voler l'attention. Le silence qui a suivi m'a semblé suffocant. Même piégée dans mon coma, je pouvais sentir son terrible poids s'abattre. Elle pourrait mourir, a finalement dit papa. Ta sœur pourrait réellement mourir, et c'est ta seule réponse? Ce n'est pas ma sœur. C'est une erreur que vous avez faite et qui a détruit ma vie. Plus de silence écrasant. Puis, maman, si doucement que j'ai presque manqué, peut-être aurions-nous dû te faire suivre une thérapie comme ta belle-sœur l'a suggéré il y a des années. Une thérapie pourquoi? Pour être légitimement en colère que vous ayez eu un autre enfant alors que j'étais déjà parfaite. Vous n'avez pas eu Julie pour me blesser intentionnellement, mais vous m'avez laissé croire que vous l'aviez fait. Chaque fois que vous me réconfortiez en disant que Julie était juste là ou que j'étais toujours votre fille spéciale, vous avez nourri mon ressentiment. Vous avez créé ce monstre.
Elle avait raison. Ils avaient créé ce cauchemar. Et maintenant, je payais le prix ultime de leurs échecs. Théo est venu me voir tous les jours sans faute. Il s'asseyait près de mon lit d'hôpital et parlait de l'école, de l'exposition que j'avais manquée, de la façon dont mon portfolio avait reçu une ovation debout, même sans moi pour en être témoin. Il me tenait également informé de l'enquête criminelle qui se développait autour de mon cas. Ils ont trouvé ton journal caché chez moi, a-t-il dit un après-midi. Ma mère a tout donné à la police immédiatement. Toutes ces photographies, tous ces incidents documentés que tu as enregistrés. L'avocat de Manon essaie de prétendre que c'est fabriqué. Mais trop de témoins se sont manifestés maintenant. Des professeurs qui ont remarqué des ecchymoses suspectes. Des voisins qui ont entendu des bagarres violentes à travers les murs. Des amis qui l'ont vu te faire du mal en public et n'ont rien dit. Il a serré doucement ma main insensible. Elle va tomber de haut, Julie. Et tes parents? Ils sont également sous enquête pour négligence criminelle, pour non-protection d'une mineure à leur charge. Je voulais désespérément lui serrer la main en retour, lui dire que j'avais entendu chaque mot, mais mon corps refusait de coopérer avec mon esprit. Le docteur Dubois, le neurologue supervisant mes soins, a été brutalement honnête avec mes parents au sujet de mon pronostic. Chaque jour où elle reste dans cet état de coma, la probabilité d'un rétablissement complet diminue considérablement. Vous devez vous préparer mentalement à la possibilité que Julie ne reprenne jamais connaissance. Qu'est-ce que cela signifie exactement, a demandé maman, la voix brisée. Les lésions cérébrales sont notoirement imprévisibles. Elle pourrait souffrir d'une perte de mémoire sévère, de changements de personnalité dramatiques, d'incapacité physique permanente, ou elle pourrait se réveiller demain complètement normale. Nous ne savons tout simplement pas. Manon a été formellement accusée de coups et blessures aggravées et de tentative de meurtre. La porte mal installée a en fait joué contre sa défense. Elle a démontré une négligence grave de la part de mes parents pour ne pas avoir assuré la sécurité de base de la maison, et elle a considérablement aggravé les accusations criminelles parce que mes blessures étaient exponentiellement pires que ce qu'une porte de sécurité correctement installée aurait causé. J'ai entendu ma tante Patricia se disputer intensément avec mes parents à propos de toute la situation. Comment avez-vous pu laisser cela continuer pendant tant d'années? Tout le monde savait que Manon était violente envers Julie. Tout le monde dans cette famille le savait. C'est notre fille, a protesté papa faiblement. Vous vous êtes trompé. Et maintenant, une fille est dans le coma, luttant pour sa vie, et l'autre fait face à des décennies de prison. Le procès a eu lieu pendant que je restais inconsciente, piégée entre les mondes. Théo m'a fidèlement tenue informée, assis à côté de mon lit, lisant ses notes détaillées. Manon a essayé de pleurer à la barre des témoins, mais le procureur a immédiatement détruit cette performance. Ils avaient votre journal, les photographies, des témoignages de 15 professeurs et voisins différents. Même certains de ses amis les plus proches ont témoigné qu'elle avait parlé ouvertement de vouloir vous blesser de façon permanente. Ma main a tremblé involontairement. C'était le premier vrai mouvement que j'avais fait depuis des semaines. Le jury l'a déclarée coupable de tous les chefs d'accusation. Elle risque au minimum 18 ans, Julie. 18 ans. Un autre tremblement. Théo a halté et a appelé frénétiquement les infirmières. Se réveiller d'un coma n'est rien de ce que les films dépeignent. C'est agonisant de lenteur, profondément déroutant et incroyablement douloureux. D'abord sont venus de brefs éclairs de conscience, puis progressivement la capacité de serrer les doigts sur commande. Ouvrir les yeux a nécessité 3 jours supplémentaires et atroces. Parler a nécessité une semaine complète après cela. Mon premier mot a été le nom de Théo. Il s'est effondré en sanglots. Ce garçon qui avait été mon protecteur, mon confident, mon ami le plus fidèle. Il a pleuré comme si son cœur se brisait quand j'ai prononcé son nom d'une voix rauque. Je suis là, a-t-il dit à travers ses larmes. J'ai été là tout le temps. Mes parents étaient une toute autre histoire. Ils se tenaient dans l'embrasure de la porte comme des étrangers incertains, ne sachant pas s'ils étaient même les bienvenus dans ma chambre d'hôpital. Julie, a commencé maman timidement. Nous sommes tellement désolés. Nous t'avons complètement laissé tomber. Nous le comprenons maintenant. J'ai détourné la tête d'eux.
Le mouvement a envoyé des éclairs de douleur à travers mon crâne, mais cela faisait moins mal que de regarder leur visage. La récupération a été absolument brutale. J'ai dû réapprendre les compétences motrices de base à partir de zéro, faire face à d'énormes lacunes dans ma mémoire et gérer de graves maux de tête qui donnaient l'impression que mon crâne se fendait à nouveau. Mais la thérapie physique était significativement plus facile que de traiter la dévastation émotionnelle. Une assistante sociale nommée Angélique a été chargée de superviser mon cas. Vos parents veulent conserver la garde, mais étant donné les circonstances, le tribunal de la famille est prêt à envisager d'autres arrangements. Vous avez 17 ans maintenant, presque une adulte légale. Votre tante Patricia a officiellement proposé de vous accueillir chez elle. Tante Patricia, qui avait désespérément essayé d'intervenir des années auparavant, qui avait supplié mes parents d'obtenir de l'aide professionnelle pour Manon et s'était fait dire de se mêler de ses affaires. Oui, ai-je dit sans hésitation. Je veux vivre avec elle. Mes parents ont protesté vigoureusement, mais ils n'avaient absolument aucun argument. Ils avaient été reconnus coupables de mise en danger d'enfants et de négligence criminelle. Ils ont eu de la chance d'éviter eux-mêmes la prison. Le jour où j'ai finalement été libérée de l'hôpital, l'audience de condamnation de Manon a eu lieu, 15 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Elle avait 21 ans, ce qui signifiait qu'elle aurait la trentaine lorsqu'elle sortirait. Si elle sortait, sa carrière de volley-ball, ses rêves universitaires, tout son avenir, tout cela était parti. « Voulez-vous soumettre une déclaration de victime ?» m'a demandé le procureur. J'y ai réfléchi sérieusement. Une partie de moi voulait désespérément la confronter, la forcer à voir ce qu'elle m'avait fait. Mais Théo m'a aidé à réaliser quelque chose de crucial. Elle sait déjà, a-t-il dit. Elle a toujours su. C'est exactement pourquoi elle te détestait tant. Parce que tu lui as montré qui elle était vraiment. Violente, jalouse, encouragée par des parents qui auraient dû l'arrêter il y a des années. Ton succès a mis en évidence tous ses échecs. Je n'ai donc pas assisté à la condamnation. J'ai laissé mon journal parler pour moi. Toutes ces années documentées d'abus systématiques. Le juge a lu de larges extraits pendant la condamnation et apparemment, Manon s'est finalement effondrée complètement, non par un véritable remords, selon Théo, mais par la réalisation écrasante que tout le monde pouvait maintenant voir exactement quel genre de personne elle était vraiment. Vivre avec tante Patricia, c'était comme respirer librement pour la première fois de ma vie. Plus besoin de marcher sur des œufs constamment, plus de peur de la violence, plus de parents trouvant des excuses pour mon agresseur. Juste la sécurité, un soutien sincère et de l'espace pour guérir correctement. J'aurais dû me battre plus fort pour toi, a-t-elle dit un soir au dîner. Quand tu étais plus jeune, j'aurais dû appeler les services de protection de l'enfance moi-même au lieu de simplement me disputer avec tes parents. Tu ne pouvais pas savoir que cela dégénérerait en tentative de meurtre, n'est-ce pas? La violence dégénère toujours, Julie. Toujours. C'est ce que les gens ne comprennent pas avant qu'il ne soit trop tard. Elle m'a aidé à poursuivre mes études, bien que ma lésion cérébrale traumatique ait rendu tout beaucoup plus difficile. Je ne pouvais plus concevoir de graphiques comme avant. La partie de mon cerveau qui comprenait les relations spatiales complexes avait été endommagée de façon permanente. Mais j'ai découvert une nouvelle voie. La thérapie par l'art pour les survivants de traumatisme. Vous comprenez le traumatisme au niveau cellulaire, m'a dit mon conseiller pédagogique. Vous comprenez comment la créativité peut guérir parce que vous l'avez vécu. C'est un don inestimable que vous pouvez partager avec d'autres. J'ai obtenu mon baccalauréat avec 1 an de retard, mais avec les honneurs académiques. Mes parents sont venus à la cérémonie, assis tout au fond, espérant toujours désespérément une sorte de réconciliation. Nous suivons une thérapie, a dit papa après, essayant de comprendre comment nous t'avons si complètement laissé tomber. C'est bien, ai-je dit neutralement. Continuez. Pourrions-nous peut-être nous rencontrer pour un café un jour? Commencer à reconstruire notre relation. Non, vous avez choisi Manon plutôt que ma sécurité pendant 17 ans. Vous n'avez pas le droit de me choisir maintenant qu'elle est enfermée. Maman a commencé à pleurer. Nous t'aimons, Julie. Nous t'avons toujours aimé. Vous aimez l'idée de moi, la fille tranquille qui ne se plaignait pas d'être systématiquement maltraitée.
Mais vous ne m'avez pas aimé assez pour me protéger réellement. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Je suis partie avec Théo et tante Patricia me flanquant des deux côtés. Ma vraie famille. L'université a ouvert un tout nouveau monde. Personne ne connaissait mon histoire à moins que je ne choisisse de la partager. J'ai noué de vraies amitiés, j'ai eu des relations occasionnelles, j'ai découvert qui j'étais en dehors d'être la victime de Manon. Les maux de tête revenaient régulièrement et je les gérerais probablement pour le reste de ma vie. Mais j'étais vivante. Plus important encore, je m'épanouissais. Ma dernière année d'université, j'ai reçu une lettre inattendue transmise par mon avocat. Elle venait de Manon. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité a gagné. Elle était brève. Je te blâme toujours. Je te blâmerai toujours. Tu m'as volé ma vie. Même de prison, elle ne pouvait pas prendre la responsabilité de ses actes. J'ai gardé la lettre comme un rappel, non pas de sa haine, mais du chemin que j'avais parcouru. Elle était toujours piégée dans sa rage et son ressentiment. Alors que j'étais enfin libre, mais j'ai commencé à travailler dans un centre de réadaptation pour adolescents atteints de lésions cérébrales traumatiques. Beaucoup étaient victimes de violences, tout comme moi. Je les ai aidés à retrouver leur voie grâce à la thérapie par l'art. Je leur ai montré que la survie et la guérison étaient possibles. Une fille, Ambre, me rappelait puissamment moi-même. 15 ans, tranquille, se remettant encore d'avoir été poussée dans un escalier en béton par le petit ami de sa mère. Elle ne pouvait pas encore parler à cause de ses blessures, mais elle pouvait peindre. L'art se souvient même quand nous ne pouvons pas, lui ai-je dit doucement. Il vit dans des parties de notre cerveau que la violence ne peut pas toujours atteindre. Le jour où elle a terminé sa première peinture complète depuis l'attaque, nous avons toutes les deux pleuré ensemble. Le petit ami de sa mère était en prison, tout comme Manon. Sa mère avait choisi l'homme plutôt que sa fille, tout comme mes parents avaient choisi ma sœur plutôt que moi. Mais la voilà, créant quelque chose de beau malgré tout. Alors voici ma question pour vous. Quand quelqu'un essaie de vous détruire mais finit par se détruire à la place, lui devez-vous le pardon pour trouver votre propre paix? Ou votre paix se trouve-t-elle dans la construction d'une vie si pleine et significative que son absence n'est même pas remarquée? J'ai construit cette vie. Et chaque jour où je me réveille, je me choisis.